Mesdames, Messieurs, tout d'abord, bienvenue au Sénat. Je suis André Gattolin, je suis sénateur des Hauts-de-Seine depuis 2011. Je suis vice-président de la Commission des affaires européennes et plus particulièrement en charge des questions numériques au niveau européen. Alors, vu l'abondance de textes ces dernières années, notamment depuis le lancement du marché unique du numérique, je ne suis pas le seul sénateur à travailler sur ces questions, mais disons que c'est moi qui fais un peu office de référence en tant que vice-président dans ce domaine, en tout cas dans le cadre qui dépasse la dimension strictement nationale. Alors, je veux tout d'abord remercier très chaleureusement mon professeur et ami Jean-Luc Seron, grand spécialiste du droit européen, qui, comme il l'a dit, dirige le diplôme universitaire RGPD-DPO à l'Université Paris-Dauphine. Et en même temps, j'en profite pour saluer ces nombreux étudiants qui sont venus assister à cette conférence. C'est Jean-Luc Seron qui a eu la lourde charge d'organiser ce colloque qui, je n'en doute pas, au regard de la qualité des panels d'intervenants de cet après-midi, ne manquera pas d'être riche d'enseignements très utiles à chacun de vous et aussi à moi en particulier en tant que législateur. Parce qu'on a toujours, et il y a énormément à apprendre, tant la situation est complexe et mouvante. En effet, nous avons ici la chance d'avoir d'éminents représentants, tant des instances de régulation des données personnelles que des représentants du monde universitaire et des acteurs économiques du monde numérique. Alors permettez-moi aussi de saluer tout particulièrement M. Chokri Gades, qui est le président de l'autorité de contrôle tunisienne et qui est également le président de l'association des autorités de contrôle francophones, qui, je crois, actuellement porte, ou en tous les cas défend, soutient une loi majeure sur la protection des données en Tunisie et qui devrait, si ce texte est adopté, et je n'en doute pas, porter la Tunisie aux meilleurs standards internationaux dans ce domaine. Monsieur Gades, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui au Sénat de la République française. Je veux saluer également la présence aujourd'hui de Madame Sophie Nerbonne, qui est la directrice chargée de la co-régulation économique à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est une grande spécialiste de ces questions et des questions dont nous allons traiter cet après-midi. En effet, il se passe actuellement pas une semaine, je pourrais dire même pas un jour, sans que les questions de bonnes pratiques, et je devrais plutôt dire surtout de mauvaises pratiques du monde numérique, ne fassent l'objet d'informations ou de révélations dans la presse ou dans des rapports officiels et officieux pour pointer les difficultés que nous avons à maîtriser les règles du numérique, son fonctionnement et ses usages. Aussi, la question de la régulation et de l'autorégulation du monde numérique est devenue à présent centrale. Elle se pose actuellement et avec vivacité, en France comme à l'étranger, au moins à 3 niveaux. Le premier niveau, on en a beaucoup entendu parler cette semaine et la semaine précédente, c'est le niveau économique, en particulier le niveau fiscal. Comment mettre en place, en effet, une meilleure répartition de l'incroyable richesse qui est produite par les grands acteurs du numérique. Alors, moi, il se trouve que je travaille sur cette fameuse taxe GAFA. Il y a encore une semaine, on nous disait, écoutez, les instances américaines ne sont pas hostiles à une régulation. Et puis, peut-être, je crois que c'est mardi matin ou lundi, le président Trump dit, mais c'est scandaleux, je vais faire un recours pour concurrence abusive, ou en tous les cas, entrave à la concurrence, auprès de l'Organisation mondiale du commerce. J'ai eu l'occasion de rencontrer des parlementaires, pas plus tard qu'hier, néerlandais, et nous échangions à ce propos. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que M. Trump a, d'une certaine manière, avec sa nouvelle loi sur la fiscalité des entreprises de 2017, appuyé pour faire en sorte qu'il y ait un rapatriement de la richesse produite hors du territoire américain, en particulier par les GAFA, vers le territoire américain. D'une certaine manière, il abaisse l'impôt sur les sociétés officiellement de 35 à 20% dans le pays, mais en même temps, il oblige les entreprises en les surtaxant. Donc, effectivement, nous avons eu un retour, et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'au-delà du fait qu'il faille affronter sur cette question les grands opérateurs d'Internet, il y a une concurrence fiscale entre États sur qui va récupérer une partie de la valeur
qui jusqu'à présent s'évadaient d'abord dans les poches de ces grands acteurs du numérique. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième niveau aussi de régulation, et qui fait beaucoup parler de lui, c'est celui qui concerne la régulation des contenus. Et on pense notamment à ces contenus massivement diffusés par les réseaux sociaux avec pas comme, mais la question des fake news et des conséquences désastreuses qu'elles ont sur la qualité de l'information et du débat public au sein même de nos démocraties, parfois les plus anciennes et les plus consolidées. Enfin, il y a, et là, les questions apparaissent effectivement assez régulièrement. Il n'y a pas un jour, il y a une étude qui est sortie là encore récemment, qui montrait le taux incroyable qui a été évalué, je crois, à 10 millions de vues sur la question des gilets jaunes en France, sur les fausses nouvelles concernant ce domaine-là. Donc on voit bien que la question des fausses informations, là, on n'est pas dans la régulation économique, on est dans la régulation des contenus. Et puis le troisième point, c'est la régulation des usages, de l'usage des données personnelles. Il faut bien dire, données personnelles qui font l'objet d'une captation sans précédent dans l'histoire de l'humanité, tant en termes de précision que de volume quantitatif, et qui engendrent un risque considérable quant au respect de la vie privée et par incidence le respect des droits fondamentaux de la personne. Alors, si le thème du colloque qui nous réunit aujourd'hui sur la confiance dans l'économie numérique, ainsi que les intitulés des 3 tables rondes qui vont se succéder cet après-midi, renvoient plutôt à cette dimension particulière, le respect des données personnelles, il serait toutefois, je crois, et nous le verrons au cours des débats, un peu artificiel de dissocier cette question des 2 autres dimensions, la dimension économique, mais aussi la dimension de la valeur intrinsèque de l'information. La question de la protection des usagers et de leurs données personnelles est certes capitale dans la régulation qui doit et qui parfois déjà est mise en œuvre. Mais notre réflexion sur ce sujet ne peut être totalement dissociée de la nécessité aussi de préserver dans notre pays et ailleurs le développement économique, la capacité d'entreprendre et d'innover dans une société où la révolution technologique et ses incidences économiques n'a jamais été aussi rapide et aussi intense. Et si en France, comme dans le reste du monde, nous venions à nous tenir à l'écart de la transformation économique et technologique en cours, nous risquerions certainement de nous mettre en marge de la nouvelle production de richesse dans le monde, cette richesse qui fonde la prospérité et qui finalement est la base, le moteur de notre modèle social redistributif qui participe au bon fonctionnement de nos démocraties et aussi à l'acceptation par chacun des contraintes qu'elles imposent. Alors, il faut bien évidemment, et c'est clair, procéder à une régulation de ce nouveau monde numérique de plus en plus globalisé et qui, précisément, par son caractère à la fois dématérialisé, extraterritorialisé, désétatisé, désintermédié et impermanent, rend obsolètes les traditionnels instruments nationaux de législation ou de régulation. La question sous-jacente à cette nécessaire régulation, et qui ne peut d'ailleurs exclure les questions et les logiques d'auto-régulation et associées et de co-régulation, est celle de trouver, de déterminer le juste équilibre entre l'indispensable protection des personnes, des usagers et des consommateurs et le non moins nécessaire respect, bien sûr, de la liberté d'entreprendre des acteurs pour garantir un développement économique qui puisse être équitable à l'intérieur de chacune de nos sociétés, mais entre les différentes sociétés de la planète. Nous vivons certes une nouvelle époque qui est inédite dans le bouleversement des usages et des pratiques qu'elle induit et qui est plus que jamais incertaine, pour ne pas dire imprévisible. Mais pour autant, nous en revenons toujours, encore et toujours, à la même et éternelle question en démocratie des frontières à définir et à tracer entre droits individuels et bien-être collectif. Et ce juste équilibre, cette régulation juste et les bonnes pratiques qui doivent accompagner et compléter toute forme de règles ou de normes pour que les choses fassent à la fois sens et usage,
ne peut évidemment que se fonder et se traduire en actes sans un préalable qui, à mon sens, est plus humain, voire spirituel que mécanique, c'est celui de la confiance. La confiance entre de la personne envers l'univers numérique et envers ces mécanismes souvent technologiques, la confiance entre l'ensemble des acteurs qui vont de l'utilisateur jusqu'au producteur de services. Et en la matière, on le sait, la confiance n'est jamais quelque chose de simple à construire. On a usage de dire, la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Je crois que pour qu'il y ait confiance, il faut bien évidemment qu'il y ait des règles et qu'il y ait du droit. Et j'achèverai mon intervention pour bien montrer que cette question que nous nous posons, nous, comme législateurs, et par rapport au droit européen comme contrôleurs de la subsidiarité du droit qui est produit au niveau européen et pour en assurer sa meilleure transposition dans le droit national, c'est le cas d'une loi que nous avons faite en 2004 en France, qui s'appelait précisément la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Cette loi était d'ailleurs une émanation, une transposition d'une directive européenne, la directive commerce électronique, faite en 2000. Donc quand une directive est édictée, ça veut dire qu'elle a nécessité 2 ou 3 ans de préparation, qui a donné un cadre. L'objectif à l'époque, on redoutait que le commerce électronique ne puisse pas se développer parce que les gens n'avaient pas nécessairement confiance à faire des transferts d'argent sur Internet. On a donné un certain nombre de cadres. À cette époque-là, nous nous sommes posé la question aussi de la responsabilité éditoriale, juridique, de ceux qui étaient les acteurs d'Internet quant aux informations qu'ils divulguaient. À l'époque, on parlait de fournisseurs d'accès à Internet ou d'hébergeurs. Et je suis retourné dans les débats qui ont eu lieu en amont de la directive de 2000. On nous expliquait qu'il était impossible de donner cette responsabilité aux entreprises d'Internet de l'époque, ces fournisseurs d'accès, parce que la ressource était très faible, qu'il fallait accroître le développement, que cette régulation coûtait cher et que ça pouvait limiter le développement d'un Internet européen. Entre-temps, cette loi est dans les grandes lignes toujours en vigueur dans la régulation du commerce électronique dans nos pays. Nous sommes en 2019. Entre-temps sont apparus les réseaux sociaux, l'accumulation de données, la guerre de la data. Et nous avons des groupes qui aujourd'hui ont des moyens considérables parce qu'ils captent la ressource publicitaire ou la ressource qui émane de la vente et de l'utilisation des données personnelles. Donc là, on pourrait tout à fait aujourd'hui être en exigence, comme certains gouvernements essayent de le faire, de leur demander quand même d'assurer une régulation des contenus. Et parallèlement, que constate-t-on? Eh bien, l'Internet européen, il n'existe toujours pas. Donc, même le législateur, avec la meilleure intention qu'il a, dans un monde extrêmement mouvant, complexe, technologique, concurrentiel, a beaucoup de mal à créer les conditions de la fameuse confiance dans l'économie numérique. Celle-ci est pourtant essentielle. J'arrêterai là mon propos et je vais passer la parole à Chloé Morin, qui est la directrice de projet d'Ipsos Global Affairs, qui va nous présenter une étude de suivi mondial concernant l'acceptation des technologies de l'information par le public. Je vous remercie de votre attention.